un groupe de héros est invoqué d'un autre monde. Apparemment, chaque royaume vient d'engager Truck-Con pour résoudre tous leurs problèmes. Les héros sont accueillis par une princesse qui semble ravie de les voir, et un par un, leurs pouvoirs sont évalués. Le premier gars, lui, une épée sacrée, rien que ça. Le suivant, lui, c'est toutes sortes de magie. En gros, tout le monde reçoit quelque chose qui crie « personnage principal », et puis il y a Mukuda, sa grande révélation, son super pouvoir. L'épicerie en ligne, c'est ça. Il n'a pas eu de boule de feu ni de bénédiction divine, il a eu Amazon. Naturellement, il est horrifié. Il demande même s'il n'y a pas une erreur ou une compétence bonus cachée quelque part, mais non. C'est tout. Juste des courses. Mais bon, le protocole, c'est le protocole, on lui dit qu'il doit quand même rencontrer le roi. Les héros sont présentés devant lui, et le roi prononce le discours classique « Notre royaume est attaqué par le roi démon ». Braves héros, nous avons besoin de votre aide. Les autres se lancent, sans hésitation, prêts à sauver le monde. Pendant ce temps, Mukuda lève discrètement la main et dit « je crois que je vais passer mon tour, moi ». Il explique qu'il n'est pas vraiment fait pour être un héros, et qu'il veut juste vivre une vie simple. Étonnamment, il ne le jette pas au cachot pour ça. Au lieu de ça, il lui donne 20 pièces d'or et le laisse partir. Plutôt une bonne affaire, honnêtement. En ville, Mukuda remarque immédiatement que les gens le fixent. Il s'avère que les jeans et un t-shirt ne passent pas vraiment inaperçus. Il achète des vêtements locaux, loue une chambre dans une auberge et commence à en apprendre plus sur ce monde. Plus il y pense, plus ce château luxueux lui semble suspect. Le royaume déchiré par la guerre ne manquait certainement pas de luxe. Alors Mukuda décide de s'en aller tant qu'il le peut encore. Quand il vérifie ses stats, il voit qu'il a 2 autres compétences, stockage d'objets et évaluation. Il essaie l'épicerie en ligne, et soudain, une page d'achat numérique apparaît juste devant lui. Par curiosité, il commande de l'eau en bouteille et de la nourriture, paie en laissant tomber littéralement des pièces d'or dans l'écran, et quelques secondes plus tard, pouf, un colis de livraison apparaît. Mukuda regarde, incrédule puis sourit. D'accord, peut-être que cette compétence n'est pas si mal après tout, c'est un peu comme Amazon Prime avec téléportation, il comprend qu'une pièce d'or vaut environ 100 $, ce qui le rend confortablement riche pour l'instant. Le lendemain matin, il prend la route avec un marchand qui quitte le royaume. Pendant le voyage, le marchand mentionne que le stockage d'objets est extrêmement rare, peut-être une personne sur 1000 le possède. L'évaluation, par contre, c'est pratiquement du jamais vu, à moins d'être un héros invoqué. Mukuda essaie de garder son calme tout en paniquant intérieurement, et quand on lui demande où il va, il répond qu'il se dirige vers le royaume voisin. Le marchand hoche la tête et dit « C'est intelligent, parce que celui-ci est sur le point de s'effondrer ». Au moment où ils atteignent la taverne, ils découvrent que tous les services de calèche ont été interrompus. Le roi ne veut que personne ne parte. Super. Mukuda réalise qu'il est coincé. À moins de trouver un autre moyen de s'en sortir, alors il se dirige vers la guilde des aventuriers et engage une escorte. Le voyage prendra plusieurs jours à pied, et le coût 8 pièces d'or. Douloureux, mais mieux que de mourir seul dans les bois. Son escorte s'avère être Werner, un aventurier de rang C, avec un groupe de 4. Vincent l'épéiste, Rita l'éclaireuse, Ramon le mage et Fank le guérisseur. Ils partent le lendemain, et pendant une pause déjeuner, Mukuda sort un réchaud de son stockage comme si c'était la chose la plus normale du monde. Tout le monde le fixe. Il commence à cuisiner, sortant des ingrédients de nulle part, et bientôt l'odeur de la soupe emplit l'air. Les autres prennent une bouchée, de la soupe instantanée et des sandwichs, notez bien, et agissent comme si c'était la meilleure chose qu'ils aient jamais goûtée. Mukuda se contente de sourire, faisant semblant que tout est fait maison. Bien sûr, la paix ne dure pas. Ils sont attaqués par des monstres, et tandis que l'équipe de Werner les découpe avec facilité, Mukuda, lui, se contente de crier et de se cacher derrière un arbre. Quand le groupe abat un sanglier rouge massif, ils le dépouillent pour les matériaux, mais ne peuvent pas transporter toute la viande, alors Mukuda propose de la stocker, et une fois de plus, les mâchoires tombent. Cette nuit-là, il s'installe pour dîner, tout le monde attendant avec impatience le prochain repas de Mukuda. Il rit nerveusement, disant qu'il n'a pas l'habitude que les gens le regardent cuisiner, mais en réalité, il ne veut juste pas que quiconque découvre son grand secret. Le menu de ce soir, c'est du bacon, du chou, des pommes de terre et des saucisses, le tout mijoté ensemble dans un ragoût qui sent bien trop bon pour un campement. Il sert le plat et commence immédiatement à s'inquiéter quand tout le monde se tait après la première bouchée. Un instant, il pense que c'est horrible. Mais non, ils sont juste trop occupés à manger pour parler. Ils adorent tellement qu'ils en redemandent. Ramon admet qu'ils survivent habituellement avec de la viande séchée et du pain dur en voyage, alors cela leur semble être un repas de luxe. Rita dit même qu'elle se sent déjà plus forte, ce qui fait lever un sourcil à Mukuda. Curieux, il utilise sa compétence d'évaluation et réalise que la nourriture donne en fait des bonus de stats. Sa cuisine rend littéralement les gens plus forts. Ce n'est pas le genre de talent que l'on affiche, à moins de vouloir se réveiller dans une cuisine royale pour toujours. Il décide de garder ça secret.
Ce qu'il ne sait pas, c'est que quelque chose les observe depuis les buissons, attirés par l'odeur de sa cuisine. Quelques jours plus tard, le groupe campe près de la frontière du royaume voisin. Mukuda décide de faire griller une partie de la viande de sanglier rouge qu'ils ont collectée plus tôt. Il la découpe, l'assaisonne avec une sauce spéciale de sa boutique en ligne et commence à cuisiner. L'odeur est alléchante et elle n'attire pas seulement l'attention de ses compagnons, ceux qui les suivaient depuis un moment décident enfin de se montrer. Quand Mukuda termine le repas, tout le monde est stupéfait par le goût délicieux. Ils sont encore en train de le complimenter quand la forêt devient soudainement silencieuse de nulle part, un loup massif sort des arbres, un Fenrir. Une bête légendaire. Et puis elle parle, exigeant une assiette de viande. Mukuda lui entend une sans discuter. Le Fenrir l'engloutit en une seule bouchée et en demande encore. Mukuda, qui tient à sa vie, continue de cuisiner. La bête continue de manger jusqu'à ce qu'elle soit enfin rassasiée. Puis, elle dit qu'elle veut former un contrat de familier avec lui. Mukuda refuse immédiatement, mais le regard du Fenrir lui fait changer d'avis plus vite que n'importe quelle négociation n'aurait pu le faire. Le contrat s'active avec une lueur aveuglante, et juste comme ça, Mukuda est maintenant le maître, ou peut-être le serviteur, d'une créature légendaire. Le Fenrir explique que Mukuda est désormais responsable de le nourrir 3 repas par jour. Mukuda regarde fixement, réalisant qu'il vient de devenir un chef à temps plein pour un loup mythique. Quand on lui demande de lui donner un nom, il en essaie quelques-uns de normaux, dont aucun n'impressionne la créature. Finalement, il raccourcit Fenrir en Fel, et la bête approuve. Voyager avec Fel devient une aventure en soi. Partout où ils vont, les gens s'enfuient à sa vue. Werner explique qu'il existe une légende à propos d'un Fenrir qui a anéanti tout un pays. Et apparemment, ce n'est pas juste une histoire. Fel dit calmement qu'il détruira quiconque essaiera de les déranger. Ça ne rend vraiment personne plus en sécurité. Plus tard, quand Mukuda réalise qu'ils n'ont plus de viande, Fel réclame à nouveau de la nourriture. Mukuda s'énerve, lui dit qu'il mange trop et de chasser sa propre nourriture. À la surprise générale, Fel écoute vraiment. Peu de temps après, il revient portant un oiseau de roche, un monstre de rang B que les aventuriers normaux ont du mal à vaincre. Werner est sans voix. Fel leur dit qu'ils peuvent avoir les matériaux tant qu'il obtient la viande. Mukuda cuisine l'oiseau comme du poulet, ajoutant de la sauce teriyaki pour le goût. Il sert les autres en premier, puis dit à Fel qu'il devra attendre ses portions puisqu'il mange pour 10 personnes. Fel attend patiemment, ce qui est peut-être la partie la plus choquante de tout ça. Quand son énorme portion est enfin prête, il la dévore en quelques secondes et semble complètement satisfait. Finalement, ils atteignent la frontière du royaume de Venon. Les gardes sont déjà sur les nerfs, observant Fel comme s'il était sur le point d'attaquer. Werner s'avance pour expliquer la situation, mais peu de temps après, ils sont encerclés par des soldats. Le commandant refuse de les laisser passer, craignant qu'un Fenrir ne détruise tout le pays. Mukuda supplie Fel de bien se comporter, et Fel promet calmement de n'attaquer que ceux qui leur feront du mal. Pas vraiment rassurant, mais ça marche. Les gardes sont terrifiés que la bête puisse parler, pourtant ils finissent par les laisser entrer. Tout le monde montre sa carte de guilde, sauf Mukuda, qui doit payer des frais supplémentaires parce qu'il n'en a pas. Werner le prévient de rester discret, car un homme voyageant avec une bête légendaire attirera des ennuis. Mukuda soupire, réalisant que la paix et la tranquillité sont officiellement impossibles. Le groupe lui suggère de rejoindre une guilde pour gagner de l'argent grâce à sa compétence d'épicerie en ligne. Vincent recommande la guilde des aventuriers, car il traite les matériaux de monstres, tandis que Mukuda penche plutôt pour la guilde des marchands. Franco mentionne qu'il est possible de s'inscrire aux deux, alors Mukuda garde ça à l'esprit. Quand ils arrivent en ville, Mukuda est immédiatement frappé par un autre droit d'entrée. Un serviteur se précipite pour le saluer, insistant pour qu'il vienne rencontrer le comte, le qualifiant de dresseur de bêtes légendaire. Mukuda essaie de refuser poliment, mais quand l'homme n'accepte pas de nom, Fel s'avance et grogne. Le serviteur s'enfuit en courant. Problème résolu. Werner s'inquiète qu'ils aient peut-être créé un ennemi, mais Fel dit simplement qu'il peut gérer tout ce qu'ils lui lanceront. Vincent plaisante en disant que seul un dragon pourrait l'égaler. Les yeux de Mukuda s'écarquillent à la mention des dragons, et Fel dit nonchalamment qu'il en a combattu un il y a 400 ans, comme si ce n'était rien. Après avoir rempli les formalités pour leur travail d'escorte, le groupe se sépare. Il remercie Meki Mukuda pour toute la nourriture incroyable, et il se dirige enfin vers la guilde des marchands. Les gens le fixent et s'écartent quand ils voient Fel le suivre. À l'intérieur, Mukuda s'inscrit, apprend qu'il existe 5 rangs de marchands et reçoit sa carte de rang de fer. Plus tard cette nuit-là, il découvre que les bêtes ne sont pas autorisées dans les auberges. Fel ne se soucie pas de cette règle, il ne se soucie que du dîner. Mukuda soupire, installe son réchaud et recommence à cuisiner. Cette fois, il ajoute du riz au repas et le termine avec l'une de ses sauces spéciales.
Fel le mange avec avidité, puis s'arrête et dit que la saveur a changé. Mukuda révèle qu'il a toutes sortes de sauces cachées dans son garde-manger magique, et Fel est absolument fasciné. La même viande, mais avec des saveurs différentes. C'est pratiquement de la sorcellerie pour lui. Après en avoir goûté quelques-unes, Fel déclare que celle à l'ail règne en maître. Mukuda se contente de hocher la tête, sachant pertinemment qu'il a créé un monstre avec un goût prononcé pour les assaisonnements. Une fois que Fel a fini de manger la moitié de son poids corporel, Mukuda cuisine enfin pour lui-même un simple bol de bœuf riche, fumant et dangereusement délicieux. Une seule bouchée, et il est choqué par son propre talent. Après le dîner, il emballe les marchandises qu'il compte vendre le lendemain, essayant d'être productif avant que l'épuisement ne l'emporte. Le matin arrive, et il se rend à la guilde des marchands pour voir si ses produits modernes peuvent obtenir un prix décent. La commis jette un coup d'œil à son sel et son poivre, se fige comme si elle avait vu un trésor divin, et s'enfuit. Mukuda cligne des yeux, se demandant s'il est sur le point d'être arrêté. Au lieu de cela, elle revient et le conduit directement au maître de guilde. Le maître de guilde examine les marchandises avec révérence, disant que le sel et le poivre sont de qualité royale. Quand il demande où Mukuda les a trouvés, Mukuda répond simplement « lors de mes voyages », ce qui est techniquement vrai si l'on compte voyager à travers une boutique en ligne. Le maître de guilde respecte sa vie privée et offre 14 pièces d'or pour le lot. Mukuda manque de s'étouffer, il les a achetées pour 5 pièces de cuivre chacun. Alors qu'il est encore en train de faire les calculs, le maître de guilde prend son silence pour de l'hésitation et augmente le prix à nouveau. Au moment où l'affaire se conclut à 17 pièces d'or, Mukuda sourit comme s'il venait de braquer une banque. Gagner de l'argent n'a jamais été aussi facile. Avec de l'or en poche, il se dirige ensuite vers la guilde des aventuriers. L'ambiance là-bas est tout le contraire. La commis a l'air d'être à bout de nerfs, le regardant à peine en lui tendant le formulaire d'inscription. Mukuda le remplit, le lui rend, et elle lui jette une carte comme si c'était une serviette usagée. Il est maintenant un fier aventurier de rang G. Quand il demande une explication, elle soupire et lui donne les bases. Les rangs vont de G à S, et la guilde ne prend aucune responsabilité s'il meurt. Chaleureux accueil. Mukuda parcourt le tableau des quêtes et décide de commencer par une simple quête de cueillette d'herbe. Le lendemain matin, alors qu'il se prépare discrètement à partir, Fel le fixe d'un regard qui signifie clairement « d'abord le petit déjeuner ». Alors Mukuda lui suggère d'aller chasser à nouveau. Fel grommelle, mais accepte, disant qu'il lancera une barrière protectrice avant de partir car il y a des monstres à proximité. Puis, il s'en va, laissant Mukuda à son aventure herboriste. Trouver des herbes s'avère être ridiculement facile grâce à sa compétence d'évaluation. En un rien de temps, il a terminé, collectant même plus que nécessaire. Se sentant accompli, il prépare le déjeuner, optant pour quelque chose de bon marché et simple. Des spaghettis. Il est en pleine cuisson quand Fel revient, traînant un oiseau de roche derrière lui comme si c'était un sac de course. Il mentionne nonchalamment qu'il a aussi chassé quelques autres monstres, mais qu'il ne pouvait pas tous les transporter. Mukuda suggère de les ramasser plus tard. Quand les spaghettis sont prêts, Fel les regarde avec méfiance, se demandant quel genre de nourriture humaine c'est. Mukuda explique que ça vient de son monde et l'invite à goûter. Fel prend une bouchée et est instantanément accro, même sans sa montagne de viande habituelle. Mukuda lui tend du parmesan et l'esprit de Fel est à nouveau époustouflé. Le majestueux Fenrir, maintenant couvert de sauce et de poudre de fromage, ressemble à un bambin qui a perdu un combat avec un bol de pâtes. Mukuda ne peut s'arrêter de rire, puis il se retourne et voit la pile de monstres que Fel avait chassés plus tôt. Ce n'est pas une pile, c'est une montagne. Il commence à tout ranger dans son stockage, demandant si tout est même comestible. Fel explique que les orques sont considérés comme une délicatesse, en gros des cochons ambulants. Mukuda décide qu'il ne veut pas trop y penser. De retour en ville, il soumet sa quête d'herbe et est payé 9 pièces d'argent, pas mal pour quelques plantes. Puis il demande nonchalamment comment vendre des matériaux de monstres. La commis a l'air peu impressionnée jusqu'à ce qu'il pointe Fel du doigt. Toute son attitude change, elle le conduit rapidement au boucher de la guilde qui a déjà entendu des rumeurs sur l'homme à la bête légendaire. À l'arrière, Mukuda décharge toute la montagne de monstres. Le boucher ne fait que regarder, sans voix, alors que des monstres de rang A tombent du stockage. Mukuda demande que tout soit dépecé et vendu, sauf la viande. Avec tant de travail à faire, le boucher lui dit de revenir le lendemain. Mukuda demande qu'un orc soit préparé pour le dîner, et assez vite, il est de retour au fourneau. Sa compétence de stockage garde tout frais, alors il découpe la viande d'orc, l'enrobe de farine et la fait frire jusqu'à une perfection dorée. Il le termine avec la sauce restante du déjeuner, et Fel se jette dessus, déclarant que c'est bien meilleur que n'importe quel sanglier. Mukuda hésite d'abord, essayant de ne pas imaginer ce qu'il mange, mais une fois qu'il y goûte, il est agréablement surpris. Il s'avère que la viande d'orque est délicieuse, si l'on peut ignorer ce qu'elle était autrefois. Le lendemain matin, Mukuda retourne chez le boucher, qui a des montagnes de matériaux traités qui l'attendent. Il paie Mukuda 2 pièces d'or, et Mukuda manque de s'évanouir.
Le boucher explique même que certains objets, comme les défenses d'orques et d'autres parties, se vendent à des prix impressionnants. Il donne également à Mukuda une poignée de pierres démoniaques laissées par des monstres de rang A, lui disant qu'elles sont remplies d'énergie magique. La nouvelle s'est répandue en ville à propos de l'homme au Fenrir. Certains disent que Fel n'est qu'un grand loup, d'autres affirment que c'est le vrai. Mukuda écoute les commérages en marchant dans les rues, décidant qu'il est temps de passer à autre chose avant qu'il n'attire davantage l'attention. Fel ne se soucie pas de l'endroit où ils vont, tant qu'il est nourri. Mukuda soupire mais accepte. Avant de partir, il ouvre sa boutique une dernière fois, montrant à Fel toutes les viandes de son monde. Fel regarde, les yeux écarquillés, bavant comme s'il pleuvait du plafond. Mukuda commande un peu de tout et prépare un festin massif de viande mélangée. Fel prend sa première bouchée et a l'air d'avoir découvert le sens de la vie. Le mélange de textures et de saveurs est complètement nouveau pour lui, et ça se voit. Mukuda, bien sûr, ne s'arrête pas là. Il sort le plat principal, du wagyu noir japonais, luisant et parfait. Fel observe la petite portion, visiblement déçu que quelque chose d'aussi minuscule soit censé être impressionnant, mais au moment où il y goûte, toute son humeur change. Une bouchée, et il est instantanément accro. Mukuda explique que ça vient d'une vache élevée avec un soin particulier, comme si cela justifiait en quelque sorte la taille. Après le repas, Fel se sent inarrêtable. Il déclare qu'il pourrait probablement combattre un dragon tout de suite, et honnêtement, Mukuda le croit. Juste pour être sûr, il utilise sa compétence d'évaluation et découvre que toutes les stats de Fel ont monté en flèche. Apparemment, le wagyu ne fait pas que réjouir les papilles, il transforme les bêtes divines en véritables machines de guerre. Sentant l'adrénaline monter, Fel décide d'aller chasser, tandis que Mukuda panique à l'idée d'être laissé seul, dans un monde rempli de monstres. Fel hausse les épaules, jette une barrière magique autour de lui et l'assure qu'elle est assez forte pour bloquer le souffle d'un dragon, puis il s'élance dans la nuit, laissant Mukuda faire ce qu'il fait de mieux, dormir. Pendant ce temps, Fel se lance dans une véritable frénésie à travers la forêt. Il tranche un oiseau de roche d'un seul coup, foudroie un cerf géant avec des éclairs, et quand une chimère apparaît, il l'anéantit en une seule explosion qui pourrait probablement être vue depuis l'orbite. Le lendemain matin, Mukuda se réveille, entouré de montagnes de cadavres de monstres. Fel admet nonchalamment qu'il a peut-être un peu exagéré, tandis que Mukuda le regarde, incrédule. Voyant les conséquences, il bannit immédiatement le wagyu noir de son menu de cuisine. Plus tard, pendant une pause, Mukuda interroge Fel sur sa magie. Fel explique qu'il est béni par la déesse du vent et se spécialise dans la magie du vent, le disant comme si c'était la chose la plus normale du monde. Mukuda, stupéfait, se demande s'il peut aussi apprendre la magie. Fel lui dit que c'est possible s'il a du mana. Mukuda vérifie ses stats, découvre qu'il en a et s'enthousiasme. L'instruction de Fel est simple. Pensi, c'est tout. Mukuda se concentre, imagine une boule de feu et absolument rien ne se passe. Fel soupire, lui montre comment contrôler correctement le mana et après quelques efforts, Mukuda parvient à produire une minuscule boule de feu qui ressemble plus à une étincelle qu'à un sort. Fel appelle ça faible, mais décide que la meilleure façon de s'améliorer est l'entraînement pratique. Mukuda refuse immédiatement, mais Fel n'écoute pas. Il le prend juste et le transporte directement dans un village de gobelins. Quand Mukuda voit l'essaim de gobelins, il se fige, mais Fel, dans son infinie sagesse, hurle pour attirer leur attention et s'enfuit pour trouver le chef. Mukuda panique et commence à lancer des boules de feu dans toutes les directions. Il continue de tirer jusqu'à ce que son mana s'épuise et s'effondre sur place. Fel revient, termine le combat et annonce fièrement que Mukuda a monté de niveau. Quand Mukuda vérifie, il découvre qu'il a acquis la compétence de magie du feu, ce qui rend presque le traumatisme supportable. En guise de cadeau, Fel ramène le roi gobelin. Non pas pour la nourriture, mais pour la pierre magique qu'il contient. Mukuda est épuisé et refuse de cuisiner, alors il achète du pain sucré à la place. Fel se plaint du manque de viande, mais quand il essaie le pain, il admet que c'est bon et en demande plus. Mukuda le met en garde contre les caries et le diabète, mais Fel rit, disant qu'il est immunisé contre les maladies parce qu'il est béni par la déesse du vent. Mukuda soupire, trouvant ça injuste, tandis que quelque part au-dessus, la déesse elle-même les regarde manger des pâtisseries et commence à en avoir envie. Quand ils atteignent la ville suivante, Mukuda montre sa carte de guilde et présente Fel comme son grand loup, son familier, pour éviter d'attirer l'attention. Fel n'est pas content, mais le tolère. Le garde avertit Mukuda qu'il sera tenu responsable de tout dommage causé par Fel, ce qui ne calme pas vraiment ses nerfs. À l'intérieur de la ville, Mukuda part à la recherche d'une carte et se retrouve dans une taverne pleine d'aventuriers bruyants. Il leur offre des verres, s'informe sur la région et se voit proposer une carte ancienne pour une pièce d'or. Se sentant chanceux, il l'achète, mais découvre plus tard qu'elle est sans valeur et aurait pu être acquise pour une simple pièce d'argent à la guilde.
Fel lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'ils gagneront plus d'argent, et Makuta ravale discrètement son embarras. Il décide de se diriger vers l'est, vers la mer, principalement parce que Fel veut goûter des fruits de mer. Pendant ce temps, la déesse du vent Menri ne peut s'empêcher de les observer. Elle est curieuse de Makuta, le seul humain ayant réussi à former un contrat avec Fel, et maintenant elle est obsédée par les douceurs qu'il ne cesse de préparer. Elle essaie de résister à l'envie d'intervenir, mais son désir l'emporte clairement. Alors qu'il traverse la forêt, Fel se met à courir si vite qu'il traverse pratiquement les arbres. Quand il s'arrête enfin, couvert de griffures, Mukuda lui fait remarquer que ralentir pourrait peut-être aider. Fel insiste qu'ils ont atteint la mer, mais ce n'est qu'un lac. Apparemment, il a eu faim de poisson. Mukuda se demande comment ils attraperont quoi que ce soit sans canne, et Fel résout cela en électrocutant le lac. Mukuda soupire mais ramasse quand même les poissons flottants. Fel lui dit de prendre les roses, qui font picoter sa langue, ce qui semble immédiatement suspect. Makuta les évalue et bien sûr ils sont toxiques. Il refuse de les cuisiner et Fel boude mais abandonne. Makuta allume un feu, achète quelques ingrédients et commence à préparer le poisson, remerciant silencieusement chaque vidéo de cuisine qu'il a jamais regardée. Il les nettoie, les sale et les grille à la perfection. Quand ils mangent enfin, Fel est sans voix. La puissante bête divine, capable de détruire une chimère d'un coup, est vaincue par une truite grillée, et Mukuda savoure cette victoire silencieuse. Fel dévore la nourriture comme son dernier repas, et Mukuda, d'humeur festive, ouvre une bière pour son poisson. Naturellement, ils finissent repus. Juste quand le calme revient, Mukuda aperçoit soudain une gelée bleue rebondir vers lui et manque de sauter de sa peau. Fel lui dit nonchalamment de ne pas s'inquiéter, car c'est plus faible qu'un mouchoir mouillé. Makuta le pique et réalise que ça ressemble à de la gelée, puis la gelée lui donne un petit high five, comme pour dire « enchanté ». Il vérifie ses statistiques et découvre que ce n'est qu'un bébé d'à peine 3 jours. La gelée gigote joyeusement et Mukuda devine qu'elle a peut-être faim, mais sa réserve de nourriture est vide. La gelée finit par manger une bouteille et Fel mentionne que les gelées peuvent aussi manger des rochers, ce qui fait que Makuta se sent mal pour ses ustensiles. Le petit gars mange des déchets comme un buffet jusqu'à ce qu'il essaie d'avaler la poêle, et Makuta doit intervenir. Pourtant, il est étrangement heureux qu'elle nettoie pour lui, et quand il la félicite, la gelée vibre de joie. Fel lâche alors la bombe, c'est maintenant le familier de Makuta. Makuta est confus, n'ayant jamais fait de contrat, mais Fel explique qu'accepter ses sentiments suffisait. Makuta vérifie ses statistiques, et bien sûr elle était là. Quand on lui dit de lui donner un nom, il choisit Tsui. Quelques jours plus tard, Mukuda essaie d'apprendre la magie de la terre, mais son meilleur coup déplace à peine un caillou. Belle suggère qu'une vraie expérience de combat aiderait, mais Makuta, encore traumatisé par sa dernière chasse aux gobelins, n'en veut pas. Faisant une pause, il surprend Tsui essayant de manger sa bouteille et réalise que la petite gelée est déjà plus grande, et au niveau 8. Il se demande si manger des choses de son monde augmente les statistiques comme sa cuisine. Fel a de nouveau faim, sans surprise. Alors Mukuda prépare un copieux bol de viande de porc pour Fel et Tsui. Ils mangent tous ensemble, bien que Fel demande immédiatement une deuxième portion, et même Tsui gigote pour en avoir plus. Après le dîner, Tsui dissout les restes de nourriture des plats, ce que Makuta trouve étonnamment utile. Pour le dessert, il sert des dorayaki fourrés de pâtes de haricots rouges, sucrés, et Tsui adore ça. Mukuda est juste heureux de voir sa petite gelée apprécier quelque chose qui n'est pas des déchets. Le lendemain matin, Fel reçoit un message de la déesse et le transmet à Mukuda. La déesse du vent Ninrir veut le bénir, mais seulement s'il offre des douceurs de l'autre monde une fois par semaine. Fel dit que ce ne sera pas une bénédiction complète, mais même une mineure accorderait l'immunité à tous les maux de statut et augmenterait la magie. Makuta pense que c'est une aubaine et accepte instantanément. Fel explique qu'il peut prier n'importe où, même sur un rocher, tant que son cœur y est. Pour la première offrande, Ninrir demande spécifiquement des dorayaki, du pain à la crème et du pain au melon. Mukuda n'arrive pas à croire qu'elle soit si difficile avec les collations, mais il s'exécute. Les douceurs disparaissent et il reçoit sa bénédiction. Quelque part dans les cieux, Ninrir dévore ses douceurs comme si c'était son jour de triche, submergé par leur moelleux et leur douceur. Elle boit du café au parfum de Mukuda, réalisant instantanément qu'il s'accorde parfaitement, puis mange le reste des douceurs qu'elle avait promis de garder pour plus tard. De retour sur Terre, l'entraînement de Mukuda s'améliore, il lance des pierres plus vite et plus fort. Sway est déjà au niveau 13 et Mukuda commence à se demander si elle pourrait évoluer un jour. Il continue de s'entraîner jusqu'à ce que son mana s'épuise et grignote du chocolat pour récupérer, partageant même un morceau avec Sway. Quand Fel revient, il les surprend en train de manger sans lui et prétend soudain qu'il est fatigué et a aussi besoin de chocolat. Makuta n'y croit pas,
mais Fel insiste que le porter toute la journée est épuisant. Puis, de nulle part, Mukuda reçoit un autre message divin. Il s'avère que Ninrir veut juste plus de chocolat. Il fait remarquer que cela ne fait même pas une semaine depuis sa dernière offrande, mais elle s'en fiche. Il lui envoie le chocolat quand même. Et Fel annonce immédiatement qu'il est temps de partir. Makuta est suspicieux, mais l'expression de Fel dit tout. Avant qu'il ne s'en rende compte, ils sont à l'entrée d'un donjon. Makuta demande pourquoi, et Fel dit que c'est pour l'entraînement. Mukuda essaie de s'enfuir, mais Fel le ramène, l'assurant qu'il n'y a que des monstres faibles à l'intérieur. Mukuda n'y croit pas une seconde. Fel lui rappelle qu'il doit devenir plus fort au cas où il serait seul, et Mukuda accepte à contre-cœur, mais seulement après avoir préparé un festin. Il cuisine un assortiment de plats d'un autre monde, expliquant que cela donne des boosts de statistiques temporaires. Fel se souvient s'être senti plus fort après avoir mangé du wagyu et observe Mukuda goûter à tout. Ses stats grimpent, même celles de SBOE. Fel est convaincu qu'ils sont prêts, mais Makuta ne l'est toujours pas. Quand ils entrent enfin, Makuta demande nerveusement à Fel de lancer une barrière. Fel commence à le pousser en avant jusqu'à ce que Makuta trébuche sur une gelée, que Sway fait fondre immédiatement avec de l'acide. Fel est impressionné et qualifie Sway d'unique, puis quelques autres gelées apparaissent, et Makuta réussit à en étourdir une pendant que Sway l'achève. Ensuite, des lapins à cornes chargent droit sur lui, et Makuta panique, balançant son épée comme un fou, mais survit d'une manière ou d'une autre. À l'étage suivant, ils affrontent des kobolds. Cette fois, Mukuda réussit un tir de pierre net et en abat 2. Il se sent fier, mais Phil lui rappelle de ne pas devenir arrogant. Enflammé, Makuta décide qu'il veut devenir encore plus fort. Ils atteignent le dernier étage, où Fel avertit qu'il devrait y avoir environ 10 kobolds, mais il y en a bien plus. Makuta veut s'enfuir, mais Fel le pousse à nouveau en avant. Avec Tsui à ses côtés, Makuta se fraye un chemin. Makuta ne croit pas un seul mot de ce que Fel dit sur la sécurité du donjon. Mais Tsui, toujours la masse enthousiaste, rebondit pratiquement d'excitation. Avant même que Mukuda ne puisse protester, Fel lui donne un coup de pied ferme en avant, et soudain, chaque kobold de la pièce se tourne vers lui. Mukuda se fiche de terreur, alors que la meute charge. Mais heureusement, la barrière de Fel bloque les attaques. Sweep passe à l'action, tirant de l'acide comme un adorable petit canon, tandis que Makuta panique en lançant de la magie de la terre. Il réussit à éliminer quelques kobolds avant que d'autres ne se précipitent, le forçant à tirer des pierres des deux mains, comme s'il essayait de gagner un jeu de fête foraine. Entre sa magie désordonnée et les attaques acides incessantes de Sway, ils réussissent à anéantir la majeure partie de la horde. Juste quand Makuta pense que c'est fini, les kobolds restants sont soudainement projetés en l'air, alors que leur chef, le massif roi kobold, apparaît. Makuta est horrifié, esquivant à peine son premier coup. Il tire des balles de pierre aussi vite qu'il le peut, mais elles rebondissent sur la bête comme des cailloux. Fel mentionne calmement que sa barrière pourrait ne pas tenir si Makuta est touché, ce qui est sa façon de dire « Ne te rate pas ». Mukuda tire encore plus vite, frappant directement la tête du monstre avec une puissante explosion de pierre, mais le roi s'en débarrasse comme si c'était une légère tape. Alors que Mukuda se démène pour attaquer à nouveau, il manque de mana. Le roi charge et la barrière s'embrase, arrêtant le coup net. C'est alors que Fel admet nonchalamment avoir menti, sa barrière n'allait jamais se briser d'une attaque si faible. Mukuda n'a pas le temps de lui crier dessus, car Sui saute, lance une explosion d'acide et fait complètement fondre le roi kobold en une masse visqueuse. Avant même que Mukuda ne puisse réagir, Sui commence à briller et Mukuda s'évanouit d'épuisement. Fel le porte hors du donjon, tandis que Sui gigote anxieusement à ses côtés. Puis, à la surprise de Fel, Sui parle soudainement pour la première fois. La petite gelée est folle de joie et a hâte de parler à Mukuda quand il se réveillera. Fel accepte de lui tenir compagnie et Sway l'appelle affectueusement Oncle Fel. Fel regrette aussitôt ses choix de vie, insistant qu'il n'est pas un oncle, mais Sway insiste qu'il est grand, fort et prend toujours soin d'eux, donc il doit en être un. Fel a l'air fier pendant une demi-seconde avant de se ressaisir, niant à nouveau le titre. Il part chercher une collation, mais revient juste pour rappeler à Sui de rester à l'intérieur de sa barrière. Naturellement, Sui l'appelle juste Oncle Fel à nouveau. Quand Mukuda se réveille enfin, il panique un instant avant de réaliser qu'il est en sécurité. Sui le salue avec enthousiasme, parlant, et Mukuda manque de s'évanouir à nouveau, cette fois sous le choc. Sui explique qu'après avoir vaincu le roi Kobold, il a acquis la capacité de parler. Il appelle Mukuda maître, faisant fondre son cœur. Mukuda vérifie les statistiques de Sway et découvre que sa petite gelée
a monté de niveau et acquis une nouvelle compétence, la balacide. Puis il vérifie ses propres statistiques et voit qu'il a gagné 4 niveaux et connaît maintenant officiellement la magie de la Terre. Fel revient, agissant comme si rien ne s'était passé, et Mukuda demande où il est allé. Fel admet avoir eu faim pendant que Mukuda était inconscient et est allé chasser, bien qu'il affirme préférer la cuisine de Mukuda. Il exige même de la nourriture en récompense pour avoir aidé Mukuda à s'entraîner. Mukuda est toujours en colère à propos du mensonge sur la barrière, mais il cède et cuisine quand même. Il prépare un délicieux plat avec des œufs et des restes d'oiseaux de roche, et bien sûr, Fel le dévore en un temps record tout en louant la saveur. Tsui adore ça aussi, ce qui fait rayonner Mukuda de fierté. Mukuda demande si Fel et Sway ont discuté pendant son absence, et Tsui dit joyeusement qu'il a beaucoup parlé avec oncle Fel. Mukuda éclate de rire au non, tandis que Fel semble sur le point de s'enflammer de gêne. Mukuda continue de le taquiner, soulignant que comparé à Tsui, qui n'a que 2 semaines, Fel est définitivement un bon candidat pour le rôle d'oncle. Fel crie, Sway commence à pleurer, et Mukuda le traite de méchant, jusqu'à ce que Fel abandonne et permette à contre-cœur à Sway de garder le surnom. Alors qu'ils voyagent, Fel mentionne qu'ils traverseront le territoire des Orthros et des Griffons. Mukuda manque de s'étouffer, en réalisant que ce sont 2 zones extrêmement dangereuses. Fel insiste qu'ils iront bien, puisque rien ne peut le toucher, mais Mukuda le supplie de prendre le long chemin. Trop tard, ils sont déjà en territoire Orthros, le son des grognements emplit la forêt, et bientôt une meute de loups à 2 têtes apparaît. Fel libère son aura d'intimidation, faisant fuir la plupart, sauf un jeune loup arrogant qui veut se battre. Fel dit à Mukuda de rester en arrière avec Sway, et donne à l'Orthros un dernier avertissement. La bête l'ignore et se jette, seulement pour que Fel la détruise d'un seul coup. Les autres loups se dispersent de terreur. Mukuda, encore sous le choc de ce qu'il vient de voir, interroge sur cette attaque, et Fel explique fièrement que c'est une technique qu'il a inventée il y a 600 ans. Tsui, inspiré, se demande s'il peut l'apprendre aussi. Mukuda lui dit gentiment que ce pourrait être difficile puisqu'il n'a pas vraiment de griffes, mais loue sa compétence de balacide. Fel a immédiatement l'air jaloux, ce qui fait sourire Mukuda. Cette nuit-là, ils installent leur camp, bien que Mukuda soit toujours tendu à cause de la forêt. Fel l'assure que les Orthros ont retenu la leçon, puis demande aussitôt le dîner. Mukuda soupire et commence à cuisiner, réalisant qu'il gâte ces deux-là. Il demande combien de temps il faudra pour traverser la forêt, et quand Fel dit qu'ils n'en sont qu'à la moitié, Makuta manque de s'évanouir à nouveau. Décidant d'en tirer le meilleur parti, il cuisine de la viande de serpent noir, qui est censée avoir le goût de poulet. Il le prépare avec du sucre, du saké et une sauce chili épicée, le faisant frire jusqu'à ce qu'il sente merveilleusement bon. Nerveux mais affamé, il prend une bouchée. Et c'est délicieux. Fel vole immédiatement l'assiette, le déclarant incroyable et en exigeant plus. Plus tard, il tombe sur des champignons lumineux que Fel dit pouvoir guérir le corps. Makuta commence à les ramasser et Sway en mange quelques-uns, brillant intensément avant de s'arrêter. Inquiet, Makuta utilise son évaluation et découvre que Sway a acquis une nouvelle capacité à fabriquer des potions de guérison. Fel est stupéfait, admettant n'avoir jamais vu une gelée faire ça. Makuta demande fièrement à Sway d'essayer, et la petite gelée produit une potion de haute qualité directement de son corps. Makuta l'embouteille, ravi du résultat, et Lou suit sans fin. Ils continuent leur voyage et entrent bientôt en territoire griffon. Un griffon massif atterrit devant eux, et Mukuda manque de s'évanouir. Le griffon, cependant, parle poliment et demande à Fel un duel pour prouver sa valeur en tant que chef. Fel accepte, bien que Mukuda le supplie discrètement de ne pas tuer la pauvre bête. Le combat commence. Fel donne un coup de pied au griffon, le griffon riposte avec des plumes, et bientôt toute la zone est remplie de vent et de poussière. Puis Fel invoque nonchalamment une tornade, déchiquetant le champ de bataille. Mukuda lui crie d'arrêter, et Fel y met enfin un terme. Le griffon est gravement blessé, mais Mukuda se précipite avec Sway et utilise une potion de guérison pour le sauver. Le griffon, humilié mais vivant, a honte d'avoir perdu, jusqu'à ce que Mukuda lui fasse remarquer qu'il a en fait réussi à blesser Fel, le premier, depuis longtemps. Fela l'admet à contre-cœur. Le griffon appelle sa volée, qui arrive et l'accepte comme chef. En remerciement, il offre à Mukuda une plume, promettant qu'aucun griffon ne nuira jamais à ses descendants. Cette nuit-là, Fel exige une montagne de viande pour reconstituer son énergie, et Makuta cuisine à contre-cœur le reste de leur viande d'orque. Tout le monde mange joyeusement, et même Makuta finit par céder et apprécier. Plus tard, Fel lui rappelle son offrande hebdomadaire à la déesse. Mukuda se fige, il a complètement oublié. Pendant ce temps, Minrir attend impatiemment au ciel. Quand Mukuda se souvient enfin et prie, elle le réprimande sans pitié jusqu'à ce qu'il s'excuse et offre un assortiment de desserts occidentaux.
Sa colère fond immédiatement alors qu'elle dévore les douceurs, tombant amoureuse du gâteau et exigeant la même quantité la prochaine fois. Cela fait, le groupe quitte enfin la forêt et approche du royaume de Léonard. Mukuda mentionne qu'il devrait alors se diriger vers la guilde pour se réapprovisionner en viande, ce qui attire l'attention de Fel. Avant qu'ils ne puissent aller loin, ils aperçoivent une caravane attaquée par des bandits. Fel ne perd pas une seconde, au moment où Mukuda et Sway les rattrapent, la caravane est dans le chaos, des bandits partout, des cris, des lames qui s'entrechoquent. Puis Fel arrive et pousse un rugissement si fort qu'il pourrait briser la confiance. Tout le monde se fige, il dit aux bandits de se rendre ou d'en subir les conséquences, et sans surprise, ils lâchent tous leurs armes comme des enfants pris en flagrant délit de vol de collation. La situation se règle rapidement après cela. Le chef de la caravane, Lambert, et un capitaine aventurier nommé Lars s'avancent, tous deux clairement soulagés et également choqués de réaliser que c'est le Fel, le loup géant de toutes les rumeurs. Mukuda, maladroit comme toujours, demande où il se dirige, et Lambert explique qu'il voyage vers la ville de Carolina. Puisque Mukada et son équipe sont nouveaux, il demande poliment à les accompagner, ce que Lambert accepte immédiatement. Après tout, avoir une bête mythique pour compagnie ressemble à une politique d'assurance plutôt solide. Alors qu'il voyage, Mukuda entend les gardes débattre si Fel est un Fenrir ou juste un très grand loup. Mukuda est horrifié de réaliser à quel point les rumeurs se sont répandues. Apparemment, les guildes ont envoyé des lettres via des outils de téléportation magique, donc tout le continent est probablement au courant d'eux maintenant. Il essaie d'en rire, mais à l'intérieur, il panique. La dernière chose dont il a besoin, c'est que quelqu'un découvre ses compétences de stockage d'objets et de boutique en ligne. Les nobles saliveraient devant ce genre de magie, et Mukuda préférerait ne pas finir comme le magicien de compagnie de quelqu'un. Quand la nuit tombe, la caravane installe son camp, et Fel rappelle bruyamment à Mukuda qu'il lui a promis un repas spécial. Les gardes se contentent de leur viande séchée habituelle, tandis que Muketa s'éloigne pour cuisiner en paix. Fel exige une quantité obscène de viande, comme d'habitude, mais quand Sway en demande gentiment aussi, l'humeur de Muketa s'adoucit. Il n'a plus de steak, alors il rassemble toute la viande qui lui reste et décide de faire quelque chose de grandiose. Il l'enrobe de farine et l'assaisonne à la perfection avant de le faire frire, créant quelque chose de dangereusement proche du poulet frit. Sway est émerveillé par la texture croustillante et les deux saveurs, tandis que Fel dévore sa part comme un aspirateur à fourrure. Il ne faut pas longtemps au reste de la caravane pour remarquer l'odeur. Les gardes s'approchent, essayant de ne pas fixer, jusqu'à ce que Makuta soupire et leur offre un avant-goût. Une bouchée, et ils sont conquis. Ils commencent à le couvrir de louanges, disant que c'est la meilleure nourriture qu'ils aient jamais mangée, tandis que Makuta ne cesse de cuisiner jusqu'à l'épuisement. Les gardes insistent pour qu'il se repose pendant qu'il monte la garde de nuit, mais les bandits en captivité recommencent à se plaindre. Mukuda les avertit simplement que s'ils tentent quoi que ce soit, Fel les utilisera comme collation de minuit. La menace fonctionne instantanément. Le lendemain matin, ils arrivent à Carolina, une ville commerçante animée que Lambert décrit fièrement comme la 5e plus grande du royaume. Sa famille y est marchande de cuir depuis des générations. Les bandits sont remis aux chevaliers, Lars se dirige vers la guilde pour son rapport, et Malkuta prévoit de faire de même. Il promet à Lambert de visiter sa boutique plus tard, avant de se rendre à l'intérieur de la guilde. Malheureusement, les choses ne se passent pas sans accroc. Le greffier l'informe que sa carte de guilde a été désactivée. Apparemment, il n'a pas accompli assez de quêtes le mois dernier. Makuta passe en revue mentalement tout le chaos qu'il a survécu et ne peut croire que cela ne compte pas. Le greffier explique gentiment que la plupart des gens se précipitent au rang F pour éviter ce problème, car leur limite de temps s'étend à 3 mois. Alors Makuta se réinscrit et mentionne nonchalamment qu'il a maintenant 2 familiers. Quand il montre Sui, le greffier fixe la petite gelée, peu impressionné, tandis que quelques aventuriers rient. Makuta essaie de les ignorer. Il se dirige vers le boucher de la guilde pour vendre les monstres que Fel a attrapés, mais Lars et son groupe le repèrent et le suivent, curieux de voir sa salle. Makuta hésite, puis ouvre son stockage, et tout le monde se fige. La variété et la taille des monstres à l'intérieur laissent même le boucher sans voix. Les yeux de l'homme s'illuminent comme si c'était son anniversaire alors qu'il commence à travailler sur le serpent rouge, expliquant que sa viande est si rare que la plupart des roturiers ne la verront jamais. Fel et Sui bavent d'anticipation, tandis que Lars réalise soudain ce qu'il mangeait la nuit dernière. Quand Mukuda énumère nonchalamment l'oiseau de roche, le cerf géant et la viande d'orque, Lars et son équipe s'excusent instantanément de l'avoir sous-estimé. Mukuda se contente d'en rire, disant qu'il en a beaucoup à revendre. Lars, désormais totalement conquis, lui dit de le contacter s'il a besoin d'aide en Caroline. Cette nuit-là, Mukuda trouve enfin une auberge et s'écroule sur le lit, songeant à comment atteindre le rang F pour continuer à bénéficier des services du boucher.
Il n'est pas vraiment enchanté par la vie d'aventurier, mais avant qu'il ne puisse trop réfléchir, il entend la voix de Ninrira résonner dans sa tête, se plaignant qu'il l'ait encore oublié. Mukuda panique, ouvre sa boutique et commence à lui offrir des sucreries, gelée, pudding, tout ce qu'il a. Elle lui pardonne immédiatement, fascinée par le tremblement du pudding, jusqu'à ce que les autres déesses remarquent les friandises et commencent à chuchoter entre elles. Le lendemain, Makuta se rend au tableau des quêtes de la guilde. Chaque quête rapporte des points selon sa difficulté. La cueillette d'herbe en vaut 1, la chasse aux gobelins 3, et il lui en faut 100 pour monter de niveau. Fel vote pour la chasse aux gobelins, affirmant que cela les rendra plus forts, mais Makuta refuse catégoriquement, se souvenant de sa dernière rencontre. Fel mentionne les fruits dieux de mer, disant qu'ils doivent atteindre l'océan bientôt, et Makuta sait où cela va mener. Fel se tourne vers Soué, lui demandant son avis, et bien sûr, Soué veut combattre les gobelins. Makuta essaie de le convaincre d'aller plutôt cueillir des herbes, mais le petit slime déclare fièrement qu'il peut déjà fabriquer des médicaments. Mukuda soupire, cède et accepte la quête des gobelins. Dans la forêt, Soué élimine 3 gobelins sans effort avec ses balles acides, mais le vrai combat de Mukuda commence. Il doit leur couper l'oreille droite comme preuve. Il est horrifié, affirmant que c'est complètement différent de la boucherie de viande pour la cuisine. Fel n'est pas d'accord et se moque de lui, ce qui pousse Mukuda à râler assez fort pour attirer une horde entière de gobelins. Tsui les réduit tous en flaques, mais Fel insiste pour qu'il continue jusqu'à ce que tout le camp soit nettoyé. Mukuda essaie de refuser, mais entre la force de Fel et l'excitation de Tsui, il est entraîné dans le massacre. À la fin, Tsui est ravi, Fel est fier, et Mukuda est mentalement marqué, debout dans un champ de gobelins fondus avec un sac plein d'oreilles, et une âme ayant désespérément besoin de thérapie. Mukuda dit à Tsui de faire fondre les cadavres de gobelins, s'attendant à un nettoyage rapide. Au lieu de cela, Tsui se met à trembler comme un ballon d'eau sur le point d'éclater et grandit soudainement jusqu'à une taille énorme. Mukuda regarde, incrédule, le slim autrefois de la taille d'une main le dominait désormais, et avant même qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, Tsui se remet à trembler, puis se divise en des dizaines de slims plus petits. Mukuda a maintenant toute une armée de petits nettoyeurs pétillants qui dissolvent joyeusement tout le tas de gobelins. Même Fel, qui en a vu des choses étranges, s'arrête un instant pour admirer le spectacle. Une fois terminé, Mukuda ne peut s'empêcher de se demander à quel point Soué deviendra puissant. De retour à la guilde, le personnel perd pratiquement la tête en voyant le nombre d'oreilles de gobelins que Mukuda rapporte. Il est immédiatement convoqué pour rencontrer le maître de guilde, Willem, et commence naturellement à s'inquiéter d'être encore en difficulté. Mais Willem veut simplement confirmer le rapport incroyable selon lequel Makuta et ses familiers ont anéanti tout un campement de gobelins. Makuta l'admet avec hésitation, et Willem semble à la fois impressionné et soulagé. Puis il révèle un message royal. Le roi a décidé que Makuta et ses compagnons sont libres de vivre dans le pays comme bon leur semble, mais le palais apprécierait leur aide en cas de crise nationale. Makuta a du mal à croire à sa chance, enfin plus de nobles à lui coller au basque ou à essayer de le recruter pour leur jeu politique. Willem admet que le simple fait d'avoir une bête légendaire comme Fel sur leur territoire suffit à faire réfléchir les nations ennemies avant d'attaquer. Puisque Makuta essaie de toute façon d'augmenter son rang, Willem décide de l'aider. Usant de son autorité de maître de guilde, il promeut Makuta directement au rang C. La mâchoire de Makuta tombe, littéralement. Willem explique qu'avoir le maître d'une bête légendaire répertorié comme aventurier de bas rang causerait une paperasse et une panique sans fin, donc cela simplifie juste les choses. Willem a quelques requêtes en échange, mais quand Mukuda entend le mot « travail », son enthousiasme chute. Puis Willem clarifie qu'il veut en fait l'aide de Fel pour des missions de rang A et S, des problèmes trop dangereux pour les aventuriers normaux. Les oreilles de Fel se dressent immédiatement, déclarant qu'il peut gérer n'importe quelle mission qu'on lui confie. Willem sourit, ravi d'avoir enfin quelqu'un de capable sous la main, et assure à Makuta qu'il veillera à ce que personne de la guilde ne les dérange. Makuta se décide. Willem semble assez digne de confiance, alors il ouvre sa boîte d'objets et révèle sa collection de monstres de haut rang, qu'il gardait secrète. Willem et le boucher sont tous deux stupéfaits. Le boucher ressemble à un enfant dans un magasin de bonbons, bavant pratiquement devant les matériaux rares et manque de s'évanouir en apercevant la chimère. Makuta explique qu'il ne les a pas vendus plus tôt car il ne voulait pas faire de scandale, mais il aimerait s'en débarrasser maintenant. Malheureusement, Willem admet que la guilde n'a même pas les moyens d'acheter une seule chimère. Le boucher désigne l'ogre bleu et explique avec enthousiasme que c'est un monstre unique de rang S. Puis il remarque le roi orc, une autre bête de rang S, avec la capacité de commander tous les autres orques.
Makuta est horrifié de réaliser combien de créatures de rang S Fel a massacré avec désinvolture. Sweep apparaît et annonce fièrement qu'il veut devenir fort comme Fel un jour, ce qui rend Mukuda très nerveux quant à ce que cela pourrait impliquer. Willem lui dit de revenir demain pour sa nouvelle carte d'aventurier. Ce soir-là, Mukuda décide de préparer quelque chose de plus léger pour le dîner, car ils ont tout fait frire ces derniers temps. Il fait bouillir de la viande d'oiseau de roche, la déchiquette, y mélange des légumes et arrose le tout d'une vinaigrette au sésame. Fel a l'air sceptique à cause des légumes, mais finit par dévorer tout le plat. Sui l'adore encore plus, affirmant que la sauce est incroyable. Bukuta réalise qu'il a oublié de faire cuire du riz, alors il se fait un sandwich à la place, et Fel réclame immédiatement une bouchée, puis une deuxième. Après avoir mangé, Fel s'étale pour se reposer, mais Makuta remarque que c'est un peu exigu à l'intérieur comparé au camping. Il sort son futon pour Fel, qui s'endort instantanément, ronflant comme un orage très satisfait. Le lendemain matin, Mukuda retourne à la guilde et reçoit sa nouvelle carte d'aventurier argentée et brillante. Il a maintenant une période de grâce de 6 mois pour accomplir des missions, ce qui signifie plus de désactivations accidentelles. Willem calcule également la valeur des monstres que Mukuda a vendus. Le serpent rouge rapporte à lui seul 200 pièces d'or et l'ogre bleu 432 de plus. Après avoir inclus la récompense pour la subjugation des gobelins, Mukuda repart avec plus de 1900 pièces d'or au total. Il est ravi pendant environ 2 secondes avant que la paranoïa ne s'installe, réalisant qu'une telle richesse pourrait faire de lui une cible de choix. Willem explique ensuite les 2 missions de haut niveau pour lesquelles il souhaite de l'aide. Soumettre un groupe de lézards métalliques dont les peaux blindées sont presque indestructibles et traquer un troupeau de taureaux à cornes sanglantes terrorisant un terrain de chasse pour débutants. Fel se redresse immédiatement à la mention des taureaux, déclarant qu'ils ont l'air délicieux et fantasmant sur un bon steak frais. En quittant la guilde, Mukuda suggère de se reposer pour la nuit avant de partir, mais Fel rétorque que plus tôt ils iront, plus tôt il aura son steak. Mukuda insiste sur le fait qu'arriver au milieu de la nuit est une terrible idée, mais Fel se contente de souffler impatiemment. Sur le chemin du retour, Mukuda s'arrête à la boutique de Lambert pour acheter un nouveau sac, un spécialement pour Souhait. Lambert lui montre fièrement une sélection de sacs en cuir de haute qualité, et Mukuda laisse Sweep choisir son préféré. Le petit slime rebondit joyeusement vers un sac fait de cuir de sanglier rouge. Mukuda achète aussi une ceinture et de nouvelles chaussures, résistant à l'envie d'utiliser sa boutique en ligne pour ne pas attirer l'attention. Quand Lambert annonce le total de 11 pièces d'or, il refuse et insiste pour que Mukuda prenne tout gratuitement, en remerciement d'avoir sauvé sa vie et de lui avoir servi une nourriture si incroyable. Pendant qu'ils discutent, Lambert mentionne la viande de serpent noir qu'ils avaient mangée auparavant et demande si Mukuda a toujours la peau. Makuta dit qu'il l'a vendue à la guilde, ce qui déçoit Lambert, qui explique que le cuir de serpent est rare et qu'il rêve de mettre la main sur une peau de serpent rouge un jour. Se sentant un peu coupable, Makuta promet que s'il en obtient d'autres, il les vendra directement à Lambert. Après leur départ, Fel commence à avoir envie de viande de serpent juste à cause de la conversation. Makuta se souvient à quel point c'était bon et décide que, d'accord, peut-être qu'une autre tournée ne fera pas de mal. Il marine la viande, la fait frire et en goûte discrètement, seulement pour que Fel et Souhait se plaignent immédiatement qu'il ait commencé à manger sans eux. Il fait rapidement frire le reste, cette fois en double friture, pour plus de croustillant, et quand ils se jettent dessus, ils sont tous deux d'accord que c'est encore meilleur qu'avant. Complètement repu, Fel gémit qu'il ne peut plus manger une bouchée, tandis que Mukuda continue de cuisiner tranquillement, disant que le reste est pour plus tard. Les restes étant rangés en toute sécurité, Mukuda s'installe enfin avec une bière fraîche, regardant Fel et Souhait dormir paisiblement à ses côtés. Makuta et Fel se dirigent vers les montagnes, suivant les rapports de lézards métalliques, causant des problèmes. Makuta, comme d'habitude, préfère l'idée de rester en sécurité à l'extérieur, pendant que Fel entre, mais ce plan ne dure pas longtemps, car Fel décide que foncer tête baissée dans le danger est apparemment son nouveau passe-temps. À l'intérieur de la grotte, ils trouvent un lézard brillant comme une boule disco, qui s'avère être un lézard de mithril, une créature si rare que même Fel lève un sourcil. Le mithril diffuse la magie, donc Mukuda suppose que ce sera un combat difficile, mais Fel grille la chose avec la foudre en un seul coup. Il s'avère que sa magie ne suit pas les règles normales. Mukuda rend hommage au lézard tombé et commence à collecter du minerai de mithril comme s'il avait trouvé un trésor, rêvant d'armure sur mesure et de nouvelles armes brillantes. Fel ruine immédiatement le fantasme en écrasant un morceau de mithril, disant qu'il n'a pas besoin d'armure quand sa barrière est de toute façon bien meilleure. Ennuyé et affamé pour son prochain steak, Fel traîne Mukuta pour la mission suivante. Ils arrivent au champ où errent les taureaux à cornes sanglantes, énormes et assez en colère pour rendre même Mukuta nerveux.
Il prévoit de rester à l'écart, mais Fell charge, suivi par un Souhait surexcité qui ne veut rien manquer. Une explosion plus tard, tout le troupeau est à terre, laissant Makuta se demander pourquoi il s'inquiète encore. Souhait rapporte fièrement la victoire, et Fell lui fait même un compliment, ce qui pour lui est un grand éloge. Mukuda commence à stocker la montagne de taureaux, planifiant déjà tous les plats de bœuf qu'il préparera plus tard. De retour en ville, quand Willem et le boucher voient le lézard de Mithril, ils perdent presque la tête. Apparemment, il est si rare que le dernier a été aperçu il y a 4 siècles, et il signale l'emplacement d'une nouvelle mine de Mithril. Il n'y en a que 3 dans le monde entier, donc la petite quête secondaire de Mukuda a fondamentalement changé l'économie. Willem lui dit que le lézard doit être remis au roi, mais l'assure qu'il sera compensé pour environ 5000 pièces d'or. Mukuda se fige devant le chiffre, réalisant que sa vie tranquille et paisible vient de devenir beaucoup plus difficile à maintenir. Willem passe à la question des taureaux, et Makuta mentionne nonchalamment que c'est aussi fait, laissant les deux hommes sans voix à nouveau. Fell se fiche de la politique ou de l'or, il veut juste du steak. Mukuda cède et commence à cuisiner, coupant d'épaisses tranches de viande et les saisissant à la perfection. Fell et Souhait attendent impatiemment, bavant tandis que l'odeur remplit l'air. Le steak est tendre, juteux et débordant de saveur, et même Fell l'admet, il rivalise avec le wagyu. Mukuda ajoute un peu de sa sauce préférée, et bientôt, les deux sont au paradis de la nourriture, déclarant qu'ils ne reviendront peut-être plus jamais à la viande crue. Juste au moment où Makuta pense pouvoir enfin se détendre, Fell lui rappelle les offrandes pour Ninrir. Mukuda panique, se précipite pour lui envoyer des sucreries, et reçoit immédiatement un cœur de déesse, se plaignant qu'elle accapare tous les desserts. Elle commence à lui offrir des bénédictions juste pour avoir leur part. Makuta essaie de refuser poliment, mais apparemment non n'est pas une option face à des accros divins au sucre. Au moment où ils ont fini de discuter, il a en quelque sorte collecté de multiples bénédictions. Et même Sui se retrouve avec une de la déesse de l'eau, qui se sentait exclue. Mukuda vérifie son statut plus tard, et constate que sa puissance a monté en flèche. Quand il teste sa magie, elle est plus forte, plus rapide, et ne le fatigue même plus. Curieux, il dit à Sui d'essayer sa nouvelle bénédiction aussi. Sui conjure un orbe d'eau tourbillonnant, le lance sur un arbre et l'envoie voler comme s'il était fait de papier. Mukuda regarde, stupéfait. Mukuda ne peut s'empêcher d'être fier, bien qu'il ait immédiatement averti Souhait de ne pas utiliser cette astuce de lame sur qui que ce soit en ville. Fell, toujours accro à la bataille, veut soudainement s'entraîner avec Souhait, déclarant qu'il a enfin trouvé un adversaire digne de ce nom. Mukuda refuse, disant que c'est trop tôt, et Fell boude comme un enfant, à qui on a dit de poser son épée à table. Mukuda passe à l'essai de sa propre magie, s'entraînant avec son nouveau sort de mur de pierre, jusqu'à ce que Fell s'ennuie et parte chasser. Au moment où il revient, Makuta montre fièrement une petite maison qu'il a construite en utilisant la magie de la terre. Fell le regarde, peu impressionné, mais Makuta est clairement ravi de son travail. Fell laisse tomber un serpent noir à ses pieds, disant qu'il l'a attrapé pour Lambert. Makuta soupçonne un motif caché, et bien sûr, il y en a un. Fell veut juste être récompensé par un dîner spécial. Le lendemain matin, Fell admet que la cabane en terre de Makuta était en fait assez confortable, mais commence immédiatement à parler de chasse à nouveau. Makuta refuse, disant qu'il devrait plutôt aller livrer le serpent. Il se dirige vers la guilde, où Makuta rencontre le boucher pour collecter le paiement de toute la viande de taureau. Quand Makuta sort nonchalamment un autre serpent noir, le boucher manque de s'évanouir, se demandant comment il continue à en trouver. Souhait apparaît en demandant si c'est l'heure du déjeuner, et Mukuda, plus excité que d'habitude, révèle son dernier achat, un hachoir à viande. Il commence à hacher la viande de taureau, puis le porc, les mélangeant avec des œufs et des oignons pour faire des galettes parfaites. Sui insiste pour aider, complètement fasciné par le hachoir. Assez vite, ils font frire des steaks hachés avec la sauce spéciale de Makuta. Fell dévore sa portion instantanément, déclarant que c'est l'une des meilleures créations de Makuta à ce jour. Après le repas, Makuta essaie de laver ses vêtements, mais le savon ici ne fait presque rien. C'est alors que l'inspiration lui vient. Il peut vendre du savon et du shampoing depuis sa boutique en ligne. Il transfère les bouteilles dans des récipients simples pour que cela n'ait pas l'air suspect, et les apporte plus tard à Lambert. Lambert inspecte les produits, trouvant l'odeur agréable et la texture luxueuse. Avant même que Makuta ne puisse expliquer, les yeux de Lambert se remplissent de larmes. Son anniversaire de mariage approche, et sa femme possède déjà tous les sacs et accessoires qu'il a jamais fabriqués, mais ceci c'est parfait. Mukuda demande à propos d'une baignoire, et Lambert explique fièrement qu'il en a fait fabriquer une sur mesure pour sa femme, complète avec un dispositif de purification et une mise en forme par magie de la terre. Elle a coûté des centaines de pièces d'or, ce qui pour un marchand est fondamentalement un symbole de statut. La mâchoire de Mukuda tombe, il imagine déjà son propre bain.
Lambert propose de le présenter à l'artisan, et Mukuda le serre presque dans ses bras de gratitude. Le lendemain, quand Makuta revient, la femme de Lambert, Marie, se précipite pour le rencontrer. Elle rayonne d'excitation, disant qu'elle a essayé le shampoing et l'après-shampoing après le bain de Lambert, et maintenant ses cheveux sont plus doux que jamais. Lambert a l'air coupable d'avoir gâché la surprise, mais Marie s'en fiche, elle en veut plus. Elle insiste pour que Mukuda leur vende les produits en gros, afin qu'ils puissent les vendre dans leur boutique, convaincu que toutes les femmes de la ville les voudront. Mukuda accepte, heureux de se décharger du travail, et Marie a l'air absolument ravie, pensant déjà à sa réserve personnelle. Après avoir livré une série de produits, Mukuda est épuisé et veut juste se reposer, mais Fell décide que c'est le moment idéal pour aller chasser dans un donjon. Makuta refuse, disant qu'il doit rencontrer le maître de guilde. En attendant dehors, il entend des aventuriers parler d'un wyvern égaré à proximité et commence à devenir nerveux. Quand il entre dans le bureau de Willem, il est immédiatement aveuglé par une énorme pile d'or, plus de 5800 pièces, paiement pour la découverte de la mine de Mithril. Makuta ne pense qu'à enfin acheter cette baignoire. Mais avant qu'il ne puisse célébrer, une urgence éclate. Un troupeau de wyverns se dirige droit vers la ville. Apparemment, Makuta ayant anéanti les taureaux à cornes sanglantes, leur proie habituelle, les créatures ont décidé de décharger leur frustration sur les humains. La guilde est en plein chaos. Des aventuriers sont blessés, certains empoisonnés, et la réserve de potions est presque épuisée. Sans hésitation, Mukuda sort ses potions de haute qualité. Une seule dose guérit complètement les blessures d'un homme et neutralise le poison sur le champ, laissant tout le monde sans voix. Willem retrouve son calme et ordonne à tous les aventuriers de rancer et plus de participer au combat, ce qui malheureusement inclut Mukuda. Avant qu'il ne puisse protester, Fell s'avance et annonce que lui et Sway s'en occuperont eux-mêmes. Makata veut se cacher sous une table mais Fell insiste, déclarant que tous les wyverns qu'ils vaincront seront à eux pour être mangés. Willem essaie de discuter, mais Fell le repousse d'un geste comme une nuisance. Sur le terrain, les wyverns remplissent leur ciel. Makuta peut à peine respirer de la tension, mais Fell y voit une opportunité d'entraînement pour Sway. Alors que les wyverns plongent, Fell dit à Sway de viser leur tête, bien que les ailes soient des cibles plus faciles. Sway tire ses balles d'eau, en abat un en plein vol, et Fell l'achève sans effort. Mukuda se cache derrière un rocher, marmonnant que son équipe semble plus terrifiante. En regardant Fell et Sway se battre, Mukuda ne peut s'empêcher de penser que Sway commence à agir beaucoup comme Fell, toujours en quête d'une bonne bagarre. Avant qu'il ne puisse finir cette pensée, un wyvern fond sur lui, mais la barrière de Fell s'active juste à temps. La créature essaie à nouveau, seulement pour être repoussée par Sway et achevée par Fell, comme si de rien n'était. Une fois tous les wyverns éliminés, Fell a immédiatement faim, bien sûr. Makuta sort des galettes qu'il a faites plus tôt, et Fell se plaint qu'il mange encore la même chose. Mais Mukuda, étant le génie culinaire qu'il est, les enrobe d'œufs et de chapelures. Une friture rapide plus tard, et soudain tout le monde est choqué de voir à quel point c'est meilleur. Qui aurait cru qu'un peu de croquant pouvait changer la vie? Pendant ce temps, de retour à la guilde, Willem et les aventuriers s'inquiètent de savoir si Mukuda a même survécu. Mais quand Mukuda entre nonchalamment et rapporte qu'ils ont anéanti chaque wyvern, les aventuriers célèbrent, comme s'ils venaient de gagner à la loterie. Mukuda trouve cela étrange, mais Willem explique que s'ils y étaient allés eux-mêmes, au moins la moitié d'entre eux ne seraient pas revenus. Il rapporte qu'il y avait 13 wyverns au total, et Willem est impatient d'acheter leur partie. Mukuda avant tout sauf ses priorités, après tout, mais la guilde n'a assez d'or que pour en acheter la moitié. Plus tard à l'auberge, Mukuda se souvient soudain qu'il n'a toujours pas envoyé d'offrande aux déesses, et juste à ce moment-là, Odni lui envoie un message divin, lui criant pratiquement de se dépêcher. Quand il commence à préparer les offrandes, Ninrir envoie un message secret lui rappelant qu'elle a été la première à le bénir. Donc évidemment, elle mérite plus de sucreries que les autres. Keisha veut du shampoing et des produits capillaires. Ruka demande plus de nourriture et Mukuda soupire car il ne peut rien garder secret. Elles verront tout ce qu'il envoie. Agni entend tout, devient jalouse et exige de l'alcool. À ce stade, Mukuda abandonne et accepte tout. Le lendemain, Mukuda et Fell dessinent des escaliers partout où ils vont, étant les nouveaux tueurs de wyverns en ville. Ils visitent un magasin de baignoires. Et Mukuda est stupéfait par la variété, chacune faite de matériaux différents qui auraient des effets spéciaux. Le vendeur présente fièrement leur tout nouveau modèle qui ressemble juste à une baignoire normale, mais Makuta choisit la verte sans la moindre hésitation. Le vendeur est sidéré. La plupart des gens auraient besoin d'un plan de paiement, mais Makuta dépose l'or avec désinvolture et lui dit qu'il s'occupera lui-même de la livraison.
la mâchoire de l'homme tombe littéralement quand Mukoda explique qu'il va simplement la ranger dans son inventaire magique. Dehors, Mukoda décide qu'il est temps de quitter la ville avant que la tension ne devienne trop pesante. Ils trouvent un endroit tranquille et Fel part chasser pendant que Mukoda aménage un espace privé grâce à sa compétence de mur de pierre. Il sort la baignoire, demande à Sui de la remplir d'eau, puis la chauffe avec une boule de feu. Après s'être bien frotté, il se glisse enfin dans le bain avec Sui, soupirant comme un homme qui vient de se souvenir de ce que la paix ressent. Quand ils ont fini, Makuta commence à cuisiner de la viande de wyvern, la coupant finement et préparant une sauce riche pour un bol de bœuf de wyvern spécial. Mais comme Fel n'est pas revenu, il décide de faire aussi un ragoût, quelque chose de copieux et mijoté lentement. Il fait dorer la viande, ajoute des légumes, du vin et de la sauce, puis laisse mijoter. Puis Sui dit soudain « Fel est de retour » et un dinosaure massif apparaît. Makuta regarde incrédule tandis que Fel explique avec désinvolture qu'il s'est ennuyé après les wyverns et est parti combattre un dragon terrestre. Mukoda ne sait pas s'il est plus terrifié ou épuisé, Fel insiste sur le fait que ce sera délicieux, tandis que Mukoda lui rappelle que les monstres extrêmement rares ne peuvent généralement pas être vendus. Un dragon tombe définitivement dans cette catégorie. Mais Fel suggère simplement de demander à la guilde de le revendre pour lui. Et Mukoda, déjà résigné à son sort, décide que ce n'est peut-être pas la pire idée après tout. Fel aperçoit la marmite de ragoût qui mijote sur le feu et s'excite immédiatement, prêt à se jeter dessus, mais Mukoda l'arrête, lui disant qu'il est sale après son combat. Fel a l'air sincèrement offensé que quiconque ose le traiter de sale. Mukoda insiste sur le fait qu'il a besoin d'un bain avant le dîner, et Fel a l'air horrifié, comme si on venait de lui dire qu'il devait payer des impôts. Pourtant, Mukoda est déterminé. Il achète des outils de toilettage dans sa boutique en ligne, et Fel grogne qu'il n'est pas un chien. Mukoda l'ignore et commence à brosser sa fourrure, la démêlant soigneusement pendant que Fel grogne en signe de protestation. Quand Mukoda l'éclabousse d'eau chaude, Fel tressaille, mais le nie immédiatement. Mukoda continue de l'éclabousser quand même, et Fel se tortille, disant que ça le chatouille. Fel suggère même de laisser Sui s'en occuper avec sa magie de l'eau, mais Mukoda fait remarquer que l'eau de Sui n'est pas chaude. Cela lui donne une idée, et il transforme Sui en pomme de douche improvisée, faisant couler de l'eau chaude directement sur le dos de Fel. Complètement trempé, Fel cède finalement et laisse Mukoda le shampouiner. Une fois que le frottage commence, Fel commence à apprécier, même s'il ne l'admettra pas à voix haute. Puis Mukoda dit avec désinvolture qu'il est temps de lui laver le visage, et Fel se fige. L'idée le terrifie, mais comme c'est un fan de rire légendaire, il se force à faire le dur et laisse faire. Quand tout est fini, Makuta attrape une serviette, mais avant qu'il ne puisse l'utiliser, Fel secoue tout son corps, projetant de l'eau partout. Ils finissent par utiliser un mélange de la magie du vent de Fel et de la magie du feu de Makuta pour créer une brise chaude, le séchant complètement. Fel exige immédiatement le dîner, comme si tout faisait partie du plan. Il commence par les bols de bœuf de wyvern spéciaux, et Fel est époustouflé par le goût. Mukoda est surpris aussi, réalisant que la viande de wyvern a un goût très similaire au wagyu. Pendant qu'il mange, Mukoda dit à Fel qu'il doit commencer à prendre des bains régulièrement. Fel a l'air horrifié à nouveau, mais quand Sui lui dit joyeusement qu'il a meilleure allure maintenant, Fel accepte à contre-cœur. Puis il goûte le ragoût de wyvern, et Fel n'en croit pas ses papilles. De retour à la guilde, Willem dit à Makuta qu'il est impossible de revendre le dragon. Le boucher refuse même d'y toucher, disant que chaque partie du dragon est trop précieuse pour être traitée. Fel veut juste la viande, mais Makuta lui rappelle que ce n'est pas si simple. Willem réfléchit un instant et mentionne un certain expert en dragon qui pourrait peut-être aider. Mukoda et Fel se redressent tous les deux, et Willem leur indique la ville où vit l'expert. Quand Fel entend que c'est près de la mer, il s'excite à nouveau, rêvant de manger des krakens et d'autres monstres marins. Willem et le boucher rient moitié de l'absurdité, mais au fond d'eux, ils savent qu'il est probablement sérieux. Mukoda fait ses adieux à tous ceux qu'ils ont rencontrés en chemin, et ensemble, lui, Fel et Sui, partent pour leur prochaine aventure. L'histoire se déplace vers une forêt tranquille, où une tarentule venimeuse est tapie, attendant d'embusquer un lapin. Elle semble prête à frapper, jusqu'à ce que Fel, le puissant dieu loup, tape nonchalamment sa patte sur le sol. Ce simple coup, sans effort, envoie une vague d'énergie tonitruante à travers la forêt, grillant non seulement l'embusqueur, mais aussi quelques autres tarentules venimeuses cachées à proximité. Travail fait, pas de drame, pas d'effort. La seule raison pour laquelle il s'est donné la peine ? Apparemment, il veut voir si la viande d'araignée fait un déjeuner décent. Makuta, étant l'humain raisonnable ici, n'est pas vraiment enchanté par cette idée, mais Fel insiste sur le fait qu'une fois les carapaces retirées, elles sont parfaitement comestibles. Juste à ce moment-là, Sui sort du sac de Mukoda, rebondissant avec excitation, elle n'a rien combattu depuis un moment et veut participer à la prochaine bataille. Mukoda
toujours l'âme douce, promet qu'elle aura sa chance la prochaine fois. Fel, d'un autre côté, ne le prend pas bien. Apparemment, il est jaloux que Mukoda soit doux avec Sui, mais ne l'écoute jamais. Ce qui n'est pas vrai, Mukoda a suivi les ordres de Fel depuis le premier jour, qu'il le veuille ou non. Pourtant, Fel change immédiatement de vitesse et exige le déjeuner, affirmant qu'il est épuisé d'avoir couru toute la journée avec Mukoda et Sui sur son dos. Makuta sait que ce n'est qu'une autre excuse pour un repas, mais il y est habitué. Il soupire, range les corps d'araignées frites dans son inventaire magique et se met au travail. En sortent 3 types de viande, de l'entrecôte à gauche, du faux filet au milieu et de la viande hachée d'orque à droite. Puis, la réalité le frappe. Il manque d'ingrédients. Mais Mukoda, étant Mukoda, il improvise. Il décide de faire des gyoza, une sorte de ravioli. Il ouvre son épicerie en ligne car, oui, c'est toujours une chose dans ce monde fantastique, et fait défiler les fournitures. Fel aperçoit du bœuf wagyu et le veut instantanément, mais Mukoda le rembarre. Il n'est pas question de gaspiller de l'argent sur du bœuf de luxe pour des raviolis, il prend plutôt ce dont il a besoin, des feuilles de gyoza, du bouillon de poulet et de l'huile de sésame. Le reste, il l'a déjà. De retour au camp, il hache finement le chou et la ciboulette, puis ajoute de la pâte d'ail et de gingembre à la viande hachée, une touche de sauce soja, un peu de saké, de la poudre de bouillon, de l'huile de sésame, du sel et du poivre. C'est un mélange simple mais parfait. Une fois que tout est mélangé, il ajoute les légumes, dépose une cuillerée de farce sur chaque cercle de pâte et les enveloppe soigneusement. Sui se joint à lui pour aider, mais ses premières tentatives ne se passeront pas très bien. Mukoda explique patiemment qu'elle utilise juste trop de farce. Une fois qu'elle a pris le coup de main, elle commence à plier les raviolis comme une pro. Il termine la fournée, et Mukoda fait frire les gyoza à la poêle, jusqu'à ce qu'ils soient magnifiquement dorés. Un peu d'eau farinée est ajoutée, puis un couvercle, et quand la vapeur se dépose, il arrose d'huile de sésame les bords pour ce croustillant parfait. L'odeur seule pourrait faire gargouiller l'estomac de n'importe qui. Fel et Sui se jettent dessus dès qu'il sert l'assiette, et comme d'habitude, ils sont époustouflés. Fel demande une deuxième portion. Sui aussi. Mukoda soupire et prépare une autre fournée, en gardant quelques-uns pour lui. Mais juste au moment où il s'apprête à prendre sa première bouchée, quelque chose de petit et ailé s'écrase sur son visage. Mukoda finit par donner au petit dragon le reste de son propre déjeuner. En regardant la petite chose dévorer gyoza après gyoza, il ne peut s'empêcher de commenter à quel point c'est mignon. Fel, bien sûr, gâche immédiatement le moment en le prévenant de ne pas se laisser berner. Selon lui, les dragons pixie peuvent avoir l'air adorables, mais ce sont de petites bêtes vicieuses et magiques qu'il ne faut pas sous-estimer. Et avant que Mukoda ne puisse même assimiler cet avertissement, le dragon saute de nouveau directement sur son visage. Et cette fois, quelque chose d'étrange se produit, une lumière vive éclate, et juste comme ça, un contrat est formé. Le dragon pixie a officiellement fait de Makuta son maître. Contre sa volonté, naturellement. Maintenant lié, Makuta peut comprendre ce que le dragon dit, et la première chose qu'il demande est pourquoi diable il a décidé de former un contrat sans permission. Le dragon, complètement impénitent, explique que c'est simple, il veut juste manger plus de nourriture délicieuse. Sui trouve cela parfaitement raisonnable et accueille le dragon dans leur équipe sans hésitation. Le nouveau membre se présente rapidement à Sui et à Fel, s'intégrant parfaitement, tandis que Mukoda reste là, se demandant quand il a cessé d'être le décideur dans sa propre vie. Bien sûr, la prochaine étape est de nommer le dragon. Mukoda, qui a un historique de compétences de dénomination douteuse, l'appelle fièrement Dora-chan. C'est mignon, certes, mais aussi terriblement embarrassant pour une créature de plus de 100 ans. Malheureusement pour Dora, le système de contrat verrouille le nom avant même qu'il ne puisse se plaindre. Il est dévasté, marmonnant sur l'humiliation de vivre un siècle pour finir avec un nom qui ressemble à quelque chose d'un dessin animé pour enfants. Fel trouve tout cela hilarant et le rassure en soulignant que Makuta a déjà essayé de le nommer Pochi. Sui intervient gentiment, disant qu'elle aime son propre nom et que Dora s'habituera au sien assez vite. Malgré les taquineries, Makuta se sent soulagé de les voir tous les trois s'entendre si bien. Ensemble, ils se dirigent vers la ville de Krail, où Makuta enregistre officiellement Dora comme son troisième familier à la guilde des aventuriers. Pendant qu'il est là, la réceptionniste l'informe que le maître de guilde souhaite le rencontrer. Le maître de guilde, un nain robuste nommé Rodolfo, explique la situation. Les monstres de la forêt voisine sont devenus inhabituellement agressifs, rendant dangereux pour les gens d'y collecter des matériaux. L'économie locale dépend de cette forêt, il espère donc que Mukoda pourra aider à enquêter sur ce qui cause le trouble. Mukoda pense immédiatement que cela ressemble à beaucoup trop de responsabilités, mais avant qu'il ne puisse refuser, Dora mentionne avec désinvolture que la forêt est probablement remplie d'araignées. Cela attire l'attention de Mukoda. Il réalise que Rodolfo doit parler de la même forêt que Fel a nettoyée plus tôt
lorsqu'il a fait sa fureur tonitruante contre les tarentules venimeuses. Problème résolu, avant même qu'il ne soit assigné. Mukoda montre à Rodolfo les cadavres d'araignées qu'il a collectés, et quand le maître de guilde apprend que leur soie est utilisée par les entreprises de vêtements locales, Mukoda s'excuse d'avoir accidentellement anéanti quelque chose de précieux. Rodolfo est cependant ravi. Il remercie Makuta d'avoir abattu de si dangereuses créatures, et souligne même que leurs carapaces et leurs toiles peuvent être vendus pour une petite fortune. Apparemment, la viande est aussi comestible, si elle est bouillie dans de l'eau salée. Mukoda est sceptique, mais ses 3 pique-assiettes insistent pour qu'il essaie. Il conclut un accord avec Rodolfo pour traiter la viande en échange des carapaces et de la soie, et le nain accepte joyeusement. Pendant que la viande est traitée, Mukoda et son équipe se promènent dans la ville. Après avoir survécu à des semaines de camping et de chasse aux araignées, Makuta décide enfin qu'il est temps de se faire plaisir. Un coup d'œil à un étal de vêtements, et il est instantanément en mode shopping. Il choisit de nouvelles chemises, des pantalons et probablement assez de tenues pour durer toute une vie. Tout cela pour quelqu'un qui va encore passer la majeure partie de son temps à cuisiner dans la nature. Mukoda retourne à la guilde, où Rodolfo révèle fièrement que la viande d'araignée a été entièrement traitée et bouillie. À l'incrédulité totale de Mukoda, cela ressemble exactement à de la chair de crabe, même texture, même couleur, tout. Il hésite, mais la curiosité l'emporte et il prend une bouchée. Au moment où cela touche sa langue, son expression change. C'est délicieux, doux, riche et débordant d'umami. Se sentant inspiré, Mukoda décide de célébrer l'accueil officiel de Dora dans l'équipe avec un vrai repas. Il met le paquet, préparant de la salade de crabe, du riz frit au crabe, des rouleaux de printemps au crabe et même une omelette au crabe. C'est un festin de fruits de mer complet, sans aucun vrai fruit de mer. Tout le monde bave avant même que les assiettes n'arrivent sur la table. Alors qu'il se régale, Makuta a une envie soudaine de crabe grillé. Il prend les pattes d'araignée, laides, violettes et profondément peu appétissantes, mais une fois bouillies, elles prennent une couleur riche et rougeâtre qui semble presque normale. Il les grille lentement, laissant les jus caramélisés, et juste au moment où il s'apprête à prendre la première bouchée, Fel intervient, l'accusant d'essayer de tout manger seul. Dora et Sui se joignent à lui, protestant bruyamment. Mukoda, complètement vaincu, remet le précieux crabe grillé à ses 3 pique-assiettes. En mangeant, Dora mentionne avec désinvolture à quel point il est content d'avoir suivi Mukoda. Confus, Mukoda demande ce qu'il veut dire, et Dora explique qu'il a d'abord vu Mukoda à Carolina City cuisiner quelque chose qui sentait trop bon pour être ignoré. Il l'a suivi, est arrivé le premier dans la forêt voisine, et a accidentellement effrayé tous les monstres qui s'y trouvaient. Fel se fige en pleine bouchée, réalisant que les monstres agressifs d'avant n'agissaient pas étrangement à cause d'une perturbation naturelle, ils étaient terrifiés par Dora, ce qui signifie qu'il a en gros anéanti toute une population d'araignées effrayées pour rien. Mukoda soupire et dit que, à ce stade, la seule chose respectueuse qu'il puisse pas faire pour ces pauvres créatures est de les manger entièrement. Cette nuit-là, l'aventurier de rang F épuisé obtient enfin une pause. Il prend un long bain avec Sui qui éclabousse joyeusement à côté de lui, tandis que Fel et Dora ronflent, le ventre plein. Ensuite, Makuta se glisse dans son lit, se demandant quoi faire demain. Entre les pensées de courses et de recettes, il s'endort, oubliant complètement qu'il était censé faire une offrande aux 4 déesses. Heureusement, les déesses laissent se passer cette fois, lui accordant une rare nuit de repos ininterrompue. Le lendemain matin, Mukoda retourne à la guilde, remet à Rodolfo les carapaces d'araignée et lui offre même de la viande restante. Rodolfo accepte avec gratitude. Puis Mukoda se souvient de quelque chose. Il a toujours un cadavre entier de dragon terrestre dans son stockage, il demande si Rodolfo connaît quelqu'un qui peut le traiter. Le nain manque de tomber sous le choc, expliquant que le cadavre seul vaut assez pour acheter un royaume entier. Mais oui, il connaît quelqu'un, le maître de guilde Elend de la cité donjon de Dolan, un expert dans le traitement des matériaux de dragon. Alors, Makuta et ses 3 familiers partent immédiatement pour Dolan. Au moment où ils atteignent la périphérie, Fel est déjà excité à l'idée de conquérir tous les donjons qui se trouvent devant eux. Sui bondit hors du sac de Makuta, impatiente de participer au prochain grand combat. Makuta, quant à lui, ne veut rien avoir à faire avec un donjon. Il préférerait cuisiner plutôt que de ramper dans des grottes infestées de monstres. Dora est d'accord, disant que leur objectif principal devrait être de rencontrer le maître de guilde Hélène pour faire traiter le dragon. Il n'en faut pas plus à Fel pour changer ses priorités. Maintenant, il est obsédé par l'idée de goûter la viande de dragon terrestre. Makuta trouve cela suspect, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Fel fonce vers la ville avec tout le monde sur son dos. Quand ils arrivent enfin aux portes de la ville, ils trouvent une file d'attente massive. Naturellement, Makuta veut attendre comme un être humain décent, mais Fel a d'autres idées, comme sauter par-dessus les murs. Makuta met immédiatement fin à cela, soulignant qu'ils finiront tous en prison. S'ils tentent quelque chose d'aussi stupide, alors ils se mettent en ligne.
Le problème est qu'une bête divine, se tenant tranquillement derrière des dizaines de voyageurs ordinaires, a tendance à attirer l'attention. Les gens commencent à paniquer, à chuchoter et à reculer. Les gardes se précipitent, exigeant de savoir ce qui se passe. Quand ils voient Teufel, leur ton change instantanément. Ils réalisent qu'ils ont affaire à quelqu'un d'important. Ils demandent à Makuta ce qu'il fait à Dolan, et il explique maladroitement qu'il est là pour rencontrer le maître de guilde. Pour prouver qu'il est légitime, il leur montre sa carte de guilde d'aventurier. Avant que les gardes ne puissent dire quoi que ce soit, un grand elfe blond s'avance et déclare que Makuta est son invité. Cet elfe élégant n'est autre qu'Elend, le maître de guilde de Dolan. Il a déjà beaucoup entendu parler de Mukoda par Rodolfo et semble ravi de le rencontrer en personne. Mais quand ses yeux tombent sur le petit dragon perché sur l'épaule de Mukoda, il se fige sur place, complètement sans voix. Une fois qu'il se remet, il invite poliment Mukoda et ses compagnons à son bureau. À l'intérieur, Hélène offre à Dora un traitement royal, lui proposant un perchoir spécial fait de bois infusé de mana pur. Dora, ignorant complètement le luxe, se laisse tomber sur le sol à la place. Elend est horrifié, mais aussi ravi. Il griffonne immédiatement des notes, documentant cette rare perspicacité comportementale. Il sert même à Dora un bol de nectar de fleurs infusé de mana, et l'observe comme un scientifique observant un rat de laboratoire, attendant de voir s'il va le boire. Dora, réalisant qu'il est étudié, se détourne en signe de protestation silencieuse. Hélène note cela aussi. Apparemment, les registres officiels affirment que les dragons Pixie vivent de mana et de nectar de fleurs, mais la réaction de Dora fait douter Hélène de ces rapports. Puis, comme un homme possédé, il se souvient soudain pourquoi Mukoda est là pour traiter le dragon terrestre. Surexcité, il saute sur ses pieds, prêt à les emmener à l'entrepôt pour inspecter le cadavre. Un assistant chauve apparaît à la porte, lui rappelant qu'il a une réunion avec la guilde des marchands cet après-midi, et juste comme ça, la journée de Makuta devient un peu plus compliquée. Aland aimerait bien sûr annuler cette réunion, puisqu'il doit s'occuper de ses invités, mais l'homme refuse d'accepter un non. Heureusement, ils ont encore un peu de temps, alors il se dirige volontiers vers l'entrepôt, où Makuta sort avec désinvolture le dragon terrestre de sa boîte d'objets. La vue de cette créature de la taille d'un dinosaure envoie un frisson le long de la colonne vertébrale d'Elaland. Il fait cette drôle de tête qui se situe quelque part entre la terreur et la fascination, et honnêtement, je ne peux même pas la décrire. Bref, après avoir correctement enregistré les données physiques du dragon, Eleland demande une fois de plus à Mukoda le régime alimentaire du Dragon Pixie. Mukoda explique que Dora mange à peu près tout en voyageant avec lui, mais demande quand même directement à Dora si son espèce a des préférences spéciales. Assister à cet échange silencieux déroute Elaland, qui n'a aucune idée que les familiers peuvent communiquer par télépathie. Il meurt d'envie de demander des détails, mais avant qu'il ne puisse se ridiculiser, l'homme chauve à côté de lui l'arrête doucement et s'excuse auprès de Makuta en son nom. Ils passent à autre chose, et peu de temps après, le maître de guilde, trop excité et légèrement impoli, se met au travail. Malheureusement, ils apprennent que la viande de dragon traitée ne sera pas prête avant le lendemain. N'ayant rien d'autre à faire, Mukoda décide de faire ce qu'il fait de mieux, cuisiner quelque chose. Il commande rapidement des ingrédients à l'épicerie en ligne et commence à préparer un plat, utilisant une poêle spéciale en forme de dôme appelée le Genghis Khan. J'espère vraiment que la marmite n'imprégnera pas les ingrédients car ce nom est préoccupant. Bref, Mukoda remplit les bords du Genghis Khan de légumes et place la viande juste au centre. Après avoir ajouté de la sauce et laissé cuire environ 10 minutes, il termine le plat. Agneau et mouton Genghis Khan d'un autre monde. Fel, bien sûr, ne veut rien avoir à faire avec les légumes. Mais après que Mukoda insiste, il prend une bouchée à contre-cœur et tombe instantanément amoureux. Dora et Sui suivent son exemple et demandent immédiatement plus. Mukoda finit par cuisiner sans arrêt pendant une bonne heure, remplissant les assiettes comme un chef de festival surmené. Une fois que tout le monde est repu, il sort une boîte de crackers pour le dessert. Au moment où ils y goûtent, les trois familiers fondent dans un pur bonheur, affirmant que leurs bouches ont l'impression de se dissoudre de la douceur. Mukoda sourit, ravi qu'ils aient apprécié, mais au fond de lui, il regrette d'avoir partagé sa précieuse réserve. Le lendemain matin, avec la stabilité émotionnelle d'un zombie, Mukoda se traîne jusqu'à la guilde, espérant qu'Eliland ait fini de préparer le dragon terrestre pour qu'il puisse enfin manger. Il rencontre Ugor dans le donjon et lui demande avec enthousiasme si le travail est terminé. Avant qu'Ugor ne puisse répondre, Eliland lui-même sort, l'air bien trop joyeux pour quelqu'un qui n'a pas dormi de la nuit. Il suppose Garl que le dragon est prêt, mais non. Il explique fièrement qu'il a passé toute la nuit à mesurer, analyser et documenter le dragon. Mukoda le remercie pour ses efforts, bien qu'il sache déjà ce que cela implique. Le dragon est toujours intact. Eliland confirme cela, mais les assure qu'il est prêt à le découper maintenant.
il sort la lame la plus solide de la guilde, un couteau en mithril étincelant, et affirme avec confiance qu'il tranchera le dragon sans difficulté. Spoiler, ça ne marche pas. Au moment où il frappe, le couteau se brise net en deux, et Leland reste là, fixant la lame cassée, son âme quittant clairement son corps. Et pour couronner le tout, c'était leur meilleur couteau, ce qui signifie qu'il n'y a littéralement rien d'autre dans la guilde d'assez solide pour découper le dragon. Fell fait le rapprochement et s'effondre dramatiquement, déclarant que leur voyage a été un échec total. Mukoda, essayant de ne pas paniquer, demande à Ugor s'il y a une autre solution. Ugor suggère qu'ils devront entrer dans le donjon pour extraire du minerai de mithril et forger une nouvelle lame. En entendant cela, Fell, Dora et Sway s'illuminent immédiatement. Au moins, cela signifie qu'ils pourraient peut-être manger plus tard. Ils se portent même volontaires pour aller seuls au donjon. Mais Mukoda rejette cette idée sur le champ. Il explique qu'Eliland est toujours en convalescence et qu'ils iront tous ensemble plus tard. Les familiers boudent, clairement déçus, mais Mukoda les avertit qu'une précipitation pourrait les transformer en cibles. Et s'ils deviennent des cibles, leur voyage et leur nourriture prendront fin. Cette logique fait mouche, et ils se calment tous à contre-cœur. Voulant leur remonter le moral, Mukoda décide de leur préparer un autre repas. Cette fois, il prépare du kimchi de porc avec du riz. L'odeur à elle seule pourrait probablement mettre fin à des guerres. Il le sert à ses familiers, et, comme prévu, ils sont instantanément ravis. Pendant qu'ils dévorent leur nourriture, comme si c'était leur premier repas depuis des siècles, Mukoda prend un instant pour respirer, laissant son cerveau rattraper le fil de ce qu'il doit faire ensuite. Pendant ce temps, loin de là, au pays des dieux, le groupe de discussion divin n'est pas content. Les dieux sont furieux, parce que Mukoda ne leur a pas envoyé leurs offrandes habituelles, ou comme ils aiment l'appeler, leurs redevances. Le petit groupe de dieux qui sont au courant de son arrivée dans ce monde essaie désespérément de garder le secret pour que les autres ne le découvrent pas. Mais bien sûr, leurs bruyantes disputes finissent par produire l'effet inverse. Deux autres dieux ont vent de la conversation. Vahagan, le dieu de la guerre, et Héphaïstos, le dieu de la forge. Ils débarquent comme des invités indésirables à une réunion de famille et demandent immédiatement si leurs collègues font chanter un humain pour des redevances. Les dieux originaux tentent de se défendre, affirmant que ce n'est pas du chantage, mais juste de la reconnaissance pour leur service divin. Bien sûr, mon ami, Mukoda s'agenouille devant les dieux en prière et s'excuse d'avoir oublié d'envoyer leurs offrandes. Il leur demande de ne pas se disputer pour lui comme s'il était une sorte de sugar daddy divin. Les deux nouveaux dieux, Vahagan et Héphaïstos, se présentent et disent à Mukoda qu'ils ont beaucoup entendu parler de lui, ce qui, étant donné la façon dont les rumeurs se propagent dans le royaume divin, n'est probablement pas une bonne chose. En pensant à Héphaïstos, Mukoda se souvient soudain de son couteau cassé et demande si le dieu de la forge pourrait l'aider à en fabriquer un nouveau. Mais avant même qu'il ne puisse finir sa phrase, Héphaïstos l'interrompt, comme s'il avait lu le scénario et dit qu'il sait déjà ce que Mukoda désire. Il promet de lui accorder sa bénédiction afin qu'il puisse créer une arme encore plus puissante qu'auparavant. Mais bien sûr, il y a un hic. Les dieux ont tous entendu dire que Mukoda peut commander des choses de l'autre monde. Et maintenant, ils veulent de l'alcool. Mukoda accepte, car discuter avec les dieux n'est jamais une bonne idée, et Héphaïstos commence à décider lequel des familiers de Mukoda recevrait le mieux sa bénédiction. Ses yeux se posent sur Sway, et il la bénit avec des pouvoirs de forge. Vahagan, ne voulant pas être en reste, insiste pour bénir quelqu'un aussi. Mukoda dit rapidement qu'il n'a pas besoin de force pour la guerre, mais Vahagan affirme que sa bénédiction serait parfaite pour Fell et Dora. Il les bénit tous les deux de toute façon, et Mukoda, en retour, envoie une cargaison d'alcool et de collations depuis la boutique en ligne. Plus tard, Mukoda vérifie les statistiques de Sway et voit qu'elle a maintenant des compétences en forge, ce qui est impressionnant mais un peu inutile s'ils n'ont pas de mithril à travailler. Heureusement, Fell lui rappelle qu'ils ont tué un lézard de mithril plus tôt et qu'ils ont toujours son minerai. Mukoda réalise qu'il a raison, sort le minerai et le tend à Sway. Utilisant ses compétences divines nouvellement acquises, elle forge un tout nouveau couteau, bien plus solide que la lame de mithril cassé d'avant. Mukoda ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Fell était si désireux de visiter le donjon plus tôt, alors qu'il savait clairement qu'ils avaient déjà le minerai. Il décide que, oui, pas de voyage au donjon pour l'instant. Fell proteste bien sûr parce qu'il veut une excuse pour se battre, mais Mukoda ne l'entend pas de cette oreille. Avec le nouveau couteau terminé et le dragon prêt à être découpé, il vérifie les statistiques mises à jour de ses familiers et manque de s'évanouir. Fell et Dora ont tous deux acquis le renforcement de combat. Mukoda reste là, fixant les chiffres avec horreur, tandis que ses familiers le regardent en retour comme pour dire « Tu le vois aussi, n'est-ce pas ?» Et il est, d'une manière ou d'une autre, le membre le plus faible de sa propre équipe.